Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur l'évolution des métiers d'assurance. Alors, peut-être une petite présentation. Beaucoup d'entre vous connaissez la DESA, mais je vais peut-être faire une petite présentation rapide sur ce qu'on fait, ce que l'on est et quelles sont nos actions. Je vais essayer de faire assez condensé pour laisser vraiment les intervenants exprimer et discuter sur cette thématique. Alors, la FG2A a pour objectif depuis le début de fédérer le secteur pour parvenir à réconcilier le consommateur avec l'assurance affinitaire. C'était l'un de nos engagements que nous avions pris et que nous suivons depuis 2012, c'était que effectivement on puisse avoir changé l'image de l'affinitaire en France qui, depuis 2012, enfin, notamment avant 2012, mais c'était assez prégnant en 2011-2012, avait une image assez dégradée. Un autre de nos objectifs est de faire prendre conscience des possibilités du secteur et des opportunités que celui-ci représente, et encore plus particulièrement en ce moment lorsque nous serons sortis de cet épisode sanitaire critique et qu'il faudra participer collectivement au redémarrage de l'économie et en permettant aux distributeurs de trouver des moyens d'augmenter leurs revenus en proposant des produits utiles aux consommateurs et surtout répondant à leur besoin d'être rassurés et protégés. Nous pensons aujourd'hui que l'affinitaire, et on l'a vu, ça a été démontré, est un moyen assez efficace pour faire en sorte que les activités, notamment de retail, puissent demeurer. C'est-à-dire que c'est pas comme on l'a souvent dit, l'affinitaire, c'est quelque chose d'accessoire, c'est un petit plus dans l'esprit de certaines personnes, mais en réalité, c'est pour certaines entreprises qui leur permet de rester à bord et de pérenniser leur activité. L'assurance affinitaire est aussi en mouvement permanent et accompagne les évolutions de notre société, et certainement plus encore que n'importe quelle autre branche de l'assurance. Et nous avons de multiples exemples, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans le digital, que ce soit dans toutes les nouvelles activités que l'on rencontre aujourd'hui. On voit que l'affinitaire peut trouver sa place et offrir des solutions d'accompagnement, d'assistance et de couverture et de garantie. Pour illustrer le propos, je dirais qu'aujourd'hui, la fédération travaille plus particulièrement sur la partie économie circulaire, solidaire, responsable, et voir la façon que l'on a d'essayer d'intégrer ces dispositifs au sein des différents produits. L'aspect sociétal aussi est un sujet particulièrement prégnant. Alors, on pourrait se dire que tout le monde en parle et que c'est un petit peu aujourd'hui tendance que de parler de ces sujets-là, mais je pense qu'on a un rôle à jouer là aussi sur la durabilité des produits, sur la place de l'humain dans cette filière d'assurance spécifique, et notamment via peut-être des structures de réparation, de l'assistance de proximité, etc. Donc, on a vraiment un rôle à jouer sur ce domaine précis, et je pense que les décisions gouvernementales et les dernières élections démontrent que c'est sans doute la bonne fenêtre de tir pour faire passer nos messages. Et c'est vraiment un sujet sur lequel nous travaillons, sur lequel nous allons à terme faire des propositions au niveau du gouvernement pour essayer d'asseoir un peu notre vision de l'assurance et de l'économie circulaire, solidaire et responsable. Pour parvenir à la réalisation de nos objectifs, nous travaillons avec les membres à travers nos différentes commissions, et nous produisons des études avec le concours de nos partenaires. Alors, ces partenaires, c'est notamment Odoxa pour les études consommateurs, le baromètre consommation 360 degrés Odoxa FG2A RTL, et le cabinet Valmen Consulting pour les études plus sectorielles. Alors, nous permettons aussi à l'ensemble des membres de prendre connaissance des évolutions, qu'elles soient techniques, technologiques, juridiques ou autres. Grâce à des retours d'expérience, nous faisons beaucoup de conférences et nous laissons nos membres intervenir, soit pour nous expliquer en quoi leur activité peut permettre au secteur d'aller plus vite, d'accélérer, de s'adapter, soit avec vraiment des retours d'expérience, comme on a pu le faire notamment pour le cyber, ou une conférence cyber où on a laissé certains membres parler de leur expérience, positive, parfois négative. C'est parfois des moments difficiles, mais dire en quoi l'assurance a pu les accompagner.
Les FZ2A représentent, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des composantes de la chaîne de valeur qui participent à la conception, à la gestion, à la mise en œuvre des solutions, à la distribution. Aujourd'hui, la FZ2A, c'est 5 collèges, c'est toujours 5 collèges depuis le début, c'est-à-dire un collège assureur, un collège assisteur, un collège courtier, un collège société de services et un collège distributeur. Et aujourd'hui, c'est plus de 110 sociétés qui sont membres sur les différents collèges cités précédemment. Mais c'est aussi des cabinets d'avocats, c'est aussi des sociétés technologiques, c'est des consultants, des experts dans différents domaines, tels que la santé, le high-tech, l'automobile, le voyage, la logistique, les systèmes d'information, qui nous accompagnent régulièrement dans nos actions. Et c'est hyper important que s'entourer, à la fois dans les commissions et plus généralement en transverse, de personnes dont la technicité est reconnue. Et on a comme ça des sociétés telles qu'IBM, CGI, Pitney et autres qui ont participé euh, à, nous, euh, à nous faire monter en compétence sur la technologie. Euh, la technicité du secteur démontre en permanence que nous avons la nécessité d'intégrer des spécialistes au sein des différentes sociétés qui exercent dans le domaine de l'affinitaire. Et nous avions depuis très longtemps la volonté de travailler avec un cabinet ayant une dimension internationale, des compétences diversifiées dans le recrutement, dans le management de transition, dans l'information, dans le coaching, mais aussi une grande diversité sectorielle, et notamment dans des domaines comme, bien sûr, comme dans l'assurance, mais aussi dans l'industrie, dans le retail, dans la finance, dans la banque, dans la santé. Et nous avons rencontré donc le cabinet à Lincoln et échangé avec eux, et nous avons trouvé avec ce cabinet les principaux éléments que nous recherchions. Et nous pensons qu'avec eux, nous allons pouvoir franchir aussi des étapes supplémentaires. On a plein d'idées au sein de la fédération, Lincoln a plein d'idées aussi, et je pense qu'on a la possibilité de faire converger tout ça et de parvenir à des résultats très intéressants pour le secteur. Alors, on parle vraiment du secteur de l'assurance affinitaire qui a effectivement beaucoup de besoins, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup d'expertise, ce n'est pas forcément un domaine très bien connu dans le domaine de l'assurance. Aujourd'hui, on n'a pas parlé, mais c'est entre 16 et 20 milliards d'euros le marché. C'est des gens hyper spécialisés. Et je pense qu'il est important de faire connaître nos métiers, il est important d'amener les compétences, il est important de former ceux qui sont déjà présents sur ces filières. On a plein de choses à faire et donc on est très très heureux de cette collaboration avec le cabinet Lincoln. Et la première, en fin de compte, le premier exercice que nous avons souhaité ensemble, c'était justement de parler de ces nouveaux métiers, de l'évolution de ces métiers. Et, euh, et donc on a eu plaisir à suivre un peu ce que nous proposait Lincoln sur ce sujet. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Sarah Bonan pour l'animation avec nos 3 intervenantes ce matin, que je remercie et à qui je souhaite une bonne intervention et une bonne conf call. Et je souhaite, voilà, je cède immédiatement la parole à Sarah pour la suite de ce webinaire. Merci Sarah. Merci beaucoup Patrick, merci. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui nous intéresse tous, visiblement, les évolutions donc, des métiers dans l'assurance. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vais d'abord rapidement vous présenter le cabinet puisque nous sommes nouvellement adhérents à la FG2A. Et puis, j'introduirai également les réflexions que nous avons menées pour construire ce webinaire. Et enfin, nous aurons le plaisir d'écouter nos intervenants qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, rapidement, le cabinet Lincoln, c'est un cabinet qui existe depuis presque 30 ans, composé aujourd'hui de 150 collaborateurs et présent en Europe et également en Asie. Au départ, l'activité principale, c'était donc l'activité de recrutement de cadres, middle et top management. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que dans une carrière, il y avait une chaîne de valeur et qu'il était intéressant pour nous d'accompagner nos talents sur l'ensemble des briques de cette chaîne de valeur. Une des fortes convictions du cabinet, c'est d'être présent en tant qu'agent de talent et donc de représenter nos talents tout au long de leur parcours professionnel. Donc aujourd'hui, on intervient donc sur du recrutement, bien sûr, mais également sur du management de transition, sur du développement de talents, notamment sur de la formation, du coaching, des assessments, et également sur un nouveau produit de reconversion professionnelle dans lequel en fait, on accompagne les talents dans leur réflexion dans des périodes de transition.
Donc, depuis de nombreuses années, Lincoln a une forte présence sur le marché de l'assurance. Et lorsque nous sommes devenus partenaires effectivement de la FG2A, comme vous le disiez, nous avons trouvé intéressant d'apporter un éclairage par le biais de ce webinaire autour de l'évolution des métiers dans ce secteur. On est parti en fait d'un constat assez évident. Le monde de l'assurance connaît une révolution et tous les acteurs de l'assurance sont concernés aujourd'hui et doivent donc se réinventer. 3 choses qui, à notre sens, ont déclenché cette révolution. La première chose sont les innovations technologiques. On le voit tous dans notre quotidien. On est désormais dans l'ère du full digital, dans l'automatisation. Seconde chose, les attentes du client qui ont changé. Ils sont aujourd'hui plus exigeants. Ils attendent des réponses plus claires, plus simples et plus rapides. Donc, il leur faut tout de suite et de manière surtout personnalisée. Et enfin, les évolutions réglementaires, comme vous le savez tous, se sont beaucoup renforcées ces dernières années et la conformité est désormais présente dans l'ensemble des métiers de l'assurance. Pour ces 3 grandes raisons, l'offre assurantielle doit se réinventer, les modes de distribution également, et tout cela implique nécessairement une reconfiguration des métiers. Donc aujourd'hui, on va constater 2 grandes tendances sur l'impact de ces évolutions. La première est propre aux activités de pur traitement administratif. Petit à petit, ces activités sont en train de disparaître. Les tâches de gestion sont automatisées ou déportées via le self-care. On remarque d'ailleurs que depuis ces dernières années, des milliers d'emplois traditionnels de back-office ont complètement disparu de la gestion du contrat. Et certaines fonctions qui sont très présentes dans les sociétés d'assurance, dans lesquelles le traitement administratif est la mission principale, sont en train de se réinventer. Et on redéfinit vraiment leur contenu, voire même leur titre, comme par exemple, on ne parle plus de gestionnaire de contrat, mais de conseiller client. On ne va plus parler de gestionnaire sinistre, mais plus de chargé de solutions d'indemnisation, d'accompagnement des victimes. Donc voilà, donc quel que soit le niveau, tous les postes sont de plus en plus composés de rôles transverses et toujours dans un objectif commun de satisfaction du client. Et enfin, la seconde tendance, c'est lié au décloisonnement des activités. Aujourd'hui, on ne raisonne plus dans une logique de silo des activités, mais bien dans une interdépendance. On attend aujourd'hui une polyvalence, on attend que les talents soient interdisciplinaires. On est dans une démarche systématique de coordonner, de piloter, d'anticiper, de conseiller. Et pour cela, on va rechercher des profils plus agiles, davantage orientés sur du project management que sur une expertise pure, technique. Alors bien sûr, sur des métiers tels que souscripteur ou actuaire, on aura toujours besoin d'expertise technique, mais il faudra quand même qu'il soit un peu plus dans une démarche de pédagogie, avoir une aisance relationnelle plus importante pour être toujours dans cette orientation de résoudre ensemble les solutions autour de problèmes. Et enfin, voilà, donc suite à l'ensemble de ces réflexions, nous avons trouvé intéressant de réunir autour de la table 3 dignes représentants du secteur de l'assurance. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Éric Mignot, qui est fondateur du courtier très novateur Plus Simple. Un assureur également qui bouscule les codes traditionnels des compagnies classiques et qui est représenté aujourd'hui par Jacques-Olivier Schatz, son Chief Operation Officer. Et enfin, un client qui est également distributeur d'assurance, Bouygues Télécom, par la digne représentation de Marie-Cécile Longin, que je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Alors, donc, j'ai préparé un certain nombre de questions pour vous, mais n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On les verra peut-être à la fin ou on verra au fur et à mesure du temps, mais peut-être plutôt à la fin. Donc, bonjour à tous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Éventuellement, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Marie-Cécile, on commence par toi. On ne t'entend pas. Marie-Cécile, tu es en mute. C'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai rejoint Bouygues Télécom il y a un peu plus de 2 ans maintenant en tant que risk manager donc, de Bouygues Télécom et à ce titre en charge de l'ensemble des sujets assurance du groupe.
J'ai un parcours pur assurantiel. J'ai commencé chez un autre client, donc dans le secteur bancaire pendant quelques années où je m'occupais du déploiement des offres affinitaires dans le groupe Société Générale en France comme à l'international. Et puis, j'ai rejoint pendant un peu plus de 5 ans un courtier d'assurance qui est Grâce Savoie, Willis Towers Watson, avant de rejoindre Bouygues Télécom. Voilà. Ok, merci Marie-Cécile. Jacques-Olivier, peut-être présenter. Oui, bonjour, Jacques Yéchatz. Moi, je suis le directeur des opérations de Wacom. Je suis arrivé tout récemment chez Wacom puisque je suis arrivé il y a 6 mois. D'ailleurs, ça s'appelait La Parisienne Assurance à l'époque. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas du tout assurantiel. D'abord, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le domaine du conseil et de l'ingénierie. Et ensuite, j'ai rejoint une néobanque qui s'appelle Nickel en tant que secrétaire général d'abord, puis directeur général, avant de rejoindre justement la belle aventure de La Parisienne Assurance qui s'appelle désormais Wacom et que je présenterai peut-être un peu tout à l'heure. Merci Jacques-Olivier. Eric, à ton tour. Je suis Eric Mignot, je suis le fondateur de Plus Simple. On est un courtier digital en assurance pour les pros. Et avant de créer Plus Simple, j'ai dirigé Hiscox où j'ai eu le plaisir de travailler avec Sarah. Et avant ça, j'ai dirigé Boursorama en France pour le lancement de la banque en ligne chez Boursorama. Ok, top. Merci beaucoup. Donc, on va commencer les questions. Eric, si tu es d'accord, on commence par toi. Donc, après avoir été DG d'une compagnie d'assurance et créateur aujourd'hui d'un cabinet de courtage full digital, tu es parti d'une feuille blanche. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as été chercher comme compétences chez tes collaborateurs pour monter tes équipes et que tu continues de chercher aujourd'hui et comment tu organises cela? Alors, je pense que le démarrage de Plus Simple, ça partait d'un certain nombre de visions assez fortes sur ce qui se passait dans le marché de l'assurance, que j'avais commencé à essayer de mettre en œuvre chez Hiscox, en n'y arrivant pas toujours d'ailleurs. Et une des visions, c'était que ce qui m'avait frappé dans le secteur de l'assurance, c'est que c'est une industrie qui est très orientée produit, hein, comme diraient les anglo-saxons, product-centric, et pas customer-centric. Et je voyais deux choses en train de se passer. La première, c'est une espèce d'accélération technologique très très forte d'un côté, et de l'autre côté, un centrage sur le client avec la data, les nouveaux modèles, que ce soit les GAFA, mais aussi le début en fait de toute cette start-up, cette vague de start-up qui était en train de se créer, donc un centrage sur le client qui était beaucoup plus fort, et en se disant, il faut faire quelque chose dans ce secteur de l'assurance pour le rendre beaucoup plus proche des clients. C'est l'idée derrière Plus Simple. Et pour arriver à faire ça, il fallait réussir à mélanger trois choses. Il fallait mélanger une compétence technique, assurance forte, il fallait mélanger une compétence technologique forte, et il fallait mélanger une attention et une connaissance en fait du client forte. Et c'est pour ça que je savais que j'arriverais pas à le faire tout seul, et que j'ai fait appel à deux cofondateurs avec moi. Un qui s'appelle Anthony Joanneau, qui venait en fait, qui est un bébé assurance, père assureur, qui a fait une école d'assurance et donc qui a baigné toute sa vie, qui a monté un courtier en assurance, qui lui amenait en fait la dimension technique, et Salah Hamida, qui était un de mes anciens collègues de chez Boursorama, et qui pilotait en fait la techno et les développements technologiques chez Boursorama. Et donc à trois, en travaillant ensemble, on a réussi à combiner un truc qui se combine jamais en fait dans l'assurance, qui est la techno, l'UX, donc l'expérience client, et la technique assurantielle. Et en partant en fait de ce qu'on a construit à trois et cette manière de travailler ensemble de manière très complémentaire, c'est comme ça ensuite qu'on a recruté en fait le reste des collaborateurs de Plus Simple et défini en fait l'organisation de Plus Simple autour de ce fait que les fonctions de connaissance client, les fonctions techniques et les fonctions technologiques devaient pouvoir travailler ensemble. Et donc là où dans l'assurance,
les fonctions marketing et les fonctions techno sont des fonctions subalternes. Hein, je plaisante souvent en disant, dans l'assurance, moi j'entendais parler des nanas du marketing et des gars de l'IT, alors qu'il y avait les seniors un souscripteur qui trônait au milieu de tout ça. C'est un espèce de rééquilibrage dans lequel il faut pouvoir combiner en fait ces trois compétences. Voilà, j'étais un peu long, mais c'était important d'expliquer d'où on venait sur les compétences. Non, merci, c'était parfait. Jacques-Olivier, peut-être ça pourrait être aussi intéressant, toi qui viens pas justement du monde de l'assurance, comment Wacam t'a accompagné en fait pour t'imprégner de cette nouvelle casquette, cette nouvelle culture et nous expliquer comment vous fonctionnez justement aussi de la même manière pour accompagner vos collaborateurs. Oui, Wacam, juste pour nous repositionner, hein, on est une compagnie d'assurance qui propose des produits en marque blanche pour ses partenaires qui sont des insurtech, qui sont des courtiers, qui sont des retailers ou des e-retailers, avec une capacité très fortement digitale, comme le disait Eric à l'instant, hein, et qui a fait un changement très fort il y a 5 ans en fait. En 2015, alors que Wacam est la plus ancienne assurance française, hein, puisqu'elle est quasiment bicentenaire, on a décidé de prendre la vague justement des nouvelles technologies et de rechanger complètement notre ADN qui était assurance traditionnelle pour se dire on a besoin de pouvoir proposer à nos partenaires en quelques semaines des nouveaux produits qui soient des produits assurantiels sur mesure et donc de conjuguer effectivement à la fois le côté technologique, le côté design thinking avec nos partenaires, hein, puisque c'est nos partenaires qui eux ensuite vont définir les produits pour les clients finaux et le côté bien évidemment technique assurantiel très fort. Pour revenir à votre question, effectivement, par rapport à moi, effectivement, il y a 6 mois, je suis arrivé en plein confinement, donc j'étais complètement isolé et effectivement, Wacam avait mis en place une capacité de pouvoir recruter à distance, de pouvoir intégrer les gens à distance. C'était à la fois de pouvoir envoyer l'ensemble du matériel, de pouvoir signer un contrat via DocuSign, donc de pouvoir signer électroniquement, de pouvoir traiter les retours de courrier en les scannant et en pouvant les mettre directement ensuite via un OCR dans des outils qui nous permettent ensuite de les traiter, d'avoir l'ensemble des logiciels dans le cloud qui nous permettent effectivement là aussi de pouvoir être complètement en fonctionnement remote. Et je dirais c'est parce que ce changement a été fait on peut avoir une expérience d'onboarding, donc de faire rentrer les nouveaux collaborateurs, de les former, de pouvoir bien évidemment via des Zooms comme on est en train de le faire, via ce qu'on appelle chez nous des data hubs dans lesquels on a l'ensemble des informations qui peuvent ensuite être mis à disposition de chacun des collaborateurs. C'est tout ce côté-là digital qui nous a permis effectivement d'être facile dans une intégration. Et moi-même, j'ai embauché juste directement un CFO complètement à distance pendant le confinement. Et je dirais que ça fait partie des évolutions, ce confinement, hein, clairement, du métier de l'assurance, mais de tous les métiers. C'est de se dire, il faut qu'on sache travailler plus ensemble, il faut qu'on sache travailler de façon plus digitale. Voilà, en quelques mots. Ok, merci beaucoup Jacques-Olivier. Marie-Cécile, toi qui as d'abord eu la casquette de courtier et puis aujourd'hui de client, quel est ton ressenti? Quelles sont tes attentes concernant tes interlocuteurs courtiers et assureurs également? Quels sont les besoins que tu peux avoir en tant que client aujourd'hui dans ta relation courtier-client? Je ne sais pas si on aura assez de temps pour ce que j'allais dire. Non, il faut revenir un peu à la base, c'est-à-dire que ce que l'on attend de nos interlocuteurs. Donc là, il y a un prisme humain. Hein, je mets de côté la partie techno. C'est peut-être, alors le back to basics, c'est d'être à l'écoute de son client, comprendre en fait dans quel secteur d'activité le client évolue. Alors là, je parle du client grand compte, hein, pas du client final. Pour mieux appréhender donc ses enjeux, ce qu'il vit, quelle est sa réalité en fait au quotidien et répondre plus efficacement à ses besoins. En termes de profil collaborateur chez les courtiers comme chez les assureurs, hein, Sarah, tu l'as souligné, ça concerne également les assureurs. On se rend compte que les clients sont quand même de plus en plus avertis, sont de plus en plus techniques
Et pour ma part, je pense que nous avons besoin de profils à haute valeur ajoutée chez les courtiers comme chez les assureurs, qui nous apportent et qui nous supportent également, dans le sens anglo du terme, en interne. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des profils un peu polymorphes, à la fois techniques, experts, avec j'allais dire, une fibre commerciale, mais au-delà de la fibre commerciale, une forme d'intelligence émotionnelle qui nous permet de naviguer dans les méandres, de la vie du client et ainsi mieux nous accompagner. Donc, c'est vrai que le profil idéal, c'est un profil qui mixe un peu des aspects à la fois techniques experts, des aspects créatifs, notamment dans le monde de l'affinitaire, encore plus dans le monde de l'affinitaire que par ailleurs, et qui sont adaptables et agiles, même si le mot agile est un peu à la mode aujourd'hui, un peu trop à la mode, mais c'est vraiment ce que l'on demande. Mais nous apporter une valeur ajoutée et un accompagnement. Voilà. Ok, merci Il y a Marie-Cécile. des silotages des métiers, en fait. C'est pas le technicien d'un côté, le commercial, c'est vraiment on se rend compte qu'il y a une convergence quand même des profils et je pense que c'est notre besoin aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ce que, effectivement, on constate aujourd'hui, beaucoup plus d'interaction entre les différentes activités, les différents métiers. Eric, est-ce que tu veux commenter, est-ce que par rapport à ça, ton expérience aujourd'hui, comment plus simple vous vous adaptez? Ouais, je pense que un truc qui est assez compliqué à comprendre dans l'assurance et dans cette évolution et dans la gestion du changement, c'est la perception qu'ont les clients aujourd'hui de ce qu'est un assureur. Alors, on rigole tous en disant enfin, en entendant assureur voleur, etc. Enfin, même si moi, ça me fait pas rigoler. Et on voit en fait ce qui est en train de se passer en ce moment avec les pertes d'exploitation, la difficulté qu'ont les clients à comprendre ce qui se passe avec ce sujet des pertes d'exploitation. Et pour aider à comprendre, j'ai compris dans quelle situation se trouvaient les clients en me référant à une propre expérience que j'avais eue dans le secteur de l'informatique. C'est un exemple que je prends souvent, mais qui est parlant. Il y a 15 ans, quand on voulait acheter un ordinateur, on allait dans un magasin d'ordinateurs et il y a un vendeur expert qui nous accueillait et qui nous disait, Monsieur le client, c'est quoi votre besoin? Et donc, moi, naïvement, je disais, bah, c'est de faire du traitement de texte et un peu de compta. Et là, le vendeur me regardait avec des grands yeux en disant, non, mais vous n'avez pas compris. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il vous faut comme vitesse de processeur et qu'est-ce qu'il vous faut comme taille de mémoire vive? Et ouais, bah, j'en savais rien. Et je me disais, ce vendeur, il est un petit peu bizarre. Et il me regardait en disant, bah, ce client, il est un petit peu bizarre, il ne sait pas ce qu'il veut. Et dans l'assurance, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je suis un coiffeur, je vais chez mon assureur, il me dit, bon, monsieur le coiffeur, il vous faut plutôt la RC exploitation avec un petit peu de RC Pro. Il vous faut quoi comme garantie? 100 000, 300 000 et le coiffeur dit, bah, moi, ce que je veux, c'est remplir mes obligations légales, avoir de la tranquillité d'esprit. Et donc, ce langage de vendeur expert par rapport à un client qui exprime son besoin en langage de client, ça marche plus du tout, en fait. Et donc, je pense que l'évolution et la prise de conscience qu'on essaye de mettre en œuvre chez chacun des collaborateurs plus simples, c'est quel est ton impact sur l'expérience client? Quel est ton impact sur l'UX? Si tu dois avoir quelqu'un de ta famille, de ton entourage, ton père restaurateur qui interagit avec Plus Simple, est-ce qu'il va comprendre ce qu'on est en train de lui proposer? Et donc, l'effort du quotidien, la culture qu'on crée, c'est celle-là, c'est d'essayer de réintroduire en fait l'expérience client au cœur de la proposition de valeur de l'assurance. Et donc, tous les parcours sont conçus pour qu'un néophyte qui ait aucun jargon ou le moins de jargon possible et qu'un néophyte puisse comprendre ce qu'il est en train de faire quand il est en train de souscrire une police d'assurance chez Plus Simple. Et ça, c'est vraiment un engagement de l'ensemble des collaborateurs pour en permanence se poser la question, est-ce que je peux faire plus simple? Est-ce que je peux faire plus compréhensible par le client? Quel est l'UX? Quelle est l'expérience utilisateur qui va être ressentie par les utilisateurs? Et c'est pas gagné, hein. C'est vraiment un effort du quotidien que d'arriver à mettre ça dans la tête de tout le monde, en fait.
Ok. Et en effet, ouais, l'expérience utilisateur, c'est fondamental pour une structure telle que la tienne, mais je suppose que même sur une grosse structure telle que Bouygues Télécom, ça peut aussi avoir un vrai impact, Marie-Cécile. Oui, alors l'expérience client, nous, c'est un peu, alors, au-delà de la partie technologique qui fait partie de notre ADN, l'expérience client, ça fait également partie de notre ADN. Mais au-delà de ça, alors, c'est une expérience Bouygues Télécom, même en tant que collaborateur. En fait, la direction générale nous demande en tant que collaborateur de vivre l'expérience client en ne nous octroyant pas des téléphones de fonction, enfin, des téléphones mobiles de fonction, et donc nous demande d'aller acheter nous-mêmes notre téléphone en boutique ou sur le web pour que l'on vive la vie vécue par nos clients, final. Et à ce titre, ça nous permet en fait de mieux nous rendre compte, nous, quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer nos clients, qu'est-ce qu'il peut ne pas comprendre dans nos parcours, comment nous pouvons l'améliorer, etc. Mais je rejoins complètement ce que disait Eric sur la partie pédagogique et le fait d'utiliser un vocabulaire non pas technique, mais vraiment dédié à des béotiens de l'assurance. C'est-à-dire qu'au pire, vous prenez votre enfant de 12 ans et vous essayez de lui expliquer dans un langage très simple d'assurance. Moi, je me souviens d'une réunion avec des informaticiens sur un autre sujet qui est le cyber, mais j'avais en face de nous un assureur qui a parlé de capacité. Et j'ai vu mon directeur de l'informatique ouvrir les yeux comme ça, mais capacité, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est juste un plafond de garantie, et nous ne rendons pas compte à quel point, en fait, le vocabulaire employé, notre jargon, nous nuit. Et je pense qu'il est très important de faire de la pédagogie pour effectivement mieux valoriser notre secteur, parce que effectivement, assureur égale voleur, nous l'entendons encore aujourd'hui. La partie Covid, effectivement, où les assureurs n'intervenaient pas toujours, cette incompréhension-là ne bénéficie pas à la profession en tout cas. Et c'est notre rôle à nous de déployer beaucoup plus de pédagogie et oui, de simplicité en fait. Donc, je rejoins une nouvelle fois Eric dans nos discours pour qu'il y ait une compréhension en face de la part de nos interlocuteurs. Ok, merci Marie-Cécile, c'est hyper intéressant en effet. Par rapport à ça, par rapport à ce nouveau vocabulaire, est-ce que vous pensez, et surtout je m'adresse aux start-upers, est-ce que vous allez plus facilement vous diriger vers des profils plutôt juniors pour justement s'adapter à ce nouveau vocabulaire, cette nouvelle culture, ou alors vous allez quand même aller intégrer des seniors, entre guillemets, dans cette culture très marquée de l'innovation. Jacques-Olivier? Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, Wacom, c'est une société qui est très très ancienne et qui, de facto, quand on a décidé de changer complètement notre format de fonctionnement il y a 5 ans, on avait des personnes à qui il a fallu justement reformer aux nouveaux métiers qui sont les métiers de la techno, de la data, du d'esprit, autour de l'agilité, autour de la capacité à désiloter, à faire en sorte qu'on n'ait pas chacun qui soit dans son métier, mais bien des métiers qui puissent parler les uns avec les autres en toute transversalité pour pouvoir justement faire évoluer ça. D'avoir du coup aujourd'hui de recruter des collaborateurs. Alors peu importe l'âge, encore une fois, je pense que l'âge est pas la question. La question c'est est-ce qu'on a des gens qui sont curieux, est-ce qu'on a des gens qui sont adaptables, est-ce qu'on a des gens qui ont envie d'être dans cette culture du changement, puisque là aujourd'hui le côté start-up, alors c'est toujours rigolo une start-up bicentenaire, mais le côté start-up qui justement va pouvoir emmener des gens qui sont complètement qui pensent différent, qui sont adaptables au changement, c'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui. D'avoir des gens à qui on autorise le droit à l'erreur.
Très concrètement, de se dire des gens qui n'essayent pas. Chez nous, chez Wacom, on n'a pas forcément envie. On a envie que les gens essayent, quitte à se tromper. C'est pas grave, ça peut arriver. On a des profils aussi qui sont de plus en plus internationaux. Donc, je dirais la question du jeune versus ancien est pas forcément au centre. La question, c'est qui vous êtes, ce que vous faites. On a besoin de gens qui ont des compétences, et ça, bien évidemment, plus on est senior, plus on a de compétences, mais surtout d'avoir le bon état d'esprit. Okay. Merci Jacques-Olivier. Eric, est-ce que tu Ouais, c'est une question hyper compliquée. C'est c'est un des sujets les plus difficiles en fait. Donc, je rejoins Jacques-Olivier sur le fait que, étant moi-même un jeune start-upper de 51 ans, j'ai pas forcément un espèce de biais en me disant tous les vieux sont des cons et tous les jeunes sont super. En revanche, ce que je vois, c'est des gens qui sont marqués par des cultures. Et on s'est trompé régulièrement, comme tout le monde, hein, dans les recrutements. Et les moments où c'était le plus compliqué, c'était quand quelqu'un arrivait avec un bagage culturel très fort d'une autre entreprise et en essayant de répliquer en fait cette culture chez Plus Simple. Et là, on s'apercevait que la greffe prenait pas. Et donc, si tu viens d'une culture, je ne vais pas citer d'entreprise du secteur de l'assurance, mais dans laquelle il faut arriver en retard à toutes les réunions parce que ça prouve qu'on est occupé, éventuellement sortir avant la fin de la réunion parce que ça prouve qu'on est occupé, il y a une espèce de respect pour la technique et de mépris pour toutes les autres fonctions qui sont moins nobles. Alors ça peut pas marcher chez Plus Simple. Et donc on a eu des échecs de cette nature. Donc on cherche des gens qui sont suffisamment ouverts pour pas embarquer et arriver avec en fait une culture qui vont chercher à répliquer chez Plus Simple. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, qui est un truc qui est très 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 perturbant, c'est qu'on n'a pas de management intermédiaire. Et donc, il y a une responsabilisation en fait très très forte des collaborateurs et tout le monde n'est pas prêt et pas confortable avec cette liberté en fait. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et donc du coup, il y a un vrai travail qui consiste à bien prendre le temps qu'il faut pour expliquer comment on fonctionne à des gens qui vont nous rejoindre. Pour qu'ils se posent autant la question de est-ce que je suis fait pour travailler dans un environnement comme ça, puisque finalement c'est le candidat qui sera le mieux placé pour savoir si ça lui correspond ou pas. Et donc il y a vraiment un challenge en disant est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir aimer et travailler dans cet environnement-là. Donc on responsabilise dès son recrutement le candidat ou la candidate pour qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu à s'adapter à un environnement tel que celui de Plus Simple. Et globalement, ça marche assez bien. Et ce qui est assez frappant même, c'est qu'on a des gens qui sont d'horizons différents, technologiques, assurance, enfin marketing, connaissance client. Et on est sur des sites qui sont différents, parce qu'aujourd'hui, on est répartis entre Marseille, Strasbourg et Nancy. Et pourtant, quand on se retrouve, quand on pouvait encore se retrouver, les gens ont l'impression de se connaître depuis toujours, enfin, qu'il y ait une très forte affinité qui lie tous les collaborateurs de Plus Simple. Donc on se dit que ce filtre un peu informel qu'on a créé pour accueillir des nouveaux collaborateurs a l'air de fonctionner. Ok, merci Eric. Et sinon, juste par rapport à ton déploiement sur l'international, Jacques-Olivier en parlait aussi tout à l'heure, est-ce que tu vas rechercher des profils, dans ta recherche de profils à l'international, est-ce que tu vas réussir en tout cas à les intégrer à cette culture que vous avez? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué dans l'application Ouais, je ne sais pas si on va réussir parce que tu ajoutes encore une dimension culturelle en plus, mais en tout cas, on va essayer. Ouais. Est-ce qu'il y a des soft skills que tu vas rechercher
Ouais, je pense que en fait, ce qui est marrant, c'est que comme on n'arrivait pas trop, on se reconnaît pas dans les valeurs, tu sais, les valeurs très corporate, une espèce de liste de valeurs qui sont plus souvent aspirationnelles que réelles dans les entreprises et du coup qui sont hyper déceptives parce que la main sur le cœur, tu déclares que tu as des valeurs que tu pratiques pas au quotidien. Donc ça, c'est un truc qui nous allait pas. Et du coup, on a écrit ce qu'on appelle un manifeste. Et le manifeste, c'est une dizaine de points qui sont comment on réagit dans un certain nombre de situations. Et donc, comment est-ce que ça décrit plutôt la manière dont on gère le conflit, on gère la relation client, etc., etc. Et donc, ce qu'on partage, ce qu'on a formalisé, c'est se manifeste en disant comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on réagit. Et ça, c'est des choses qu'on partage, y compris à l'international, avec les gens qu'on accueille chez Plus Simple, en disant voilà comment on réagit. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise? Et il y a une discussion qui s'engage autour de ça. Merci Eric. Marie-Cécile, de ton côté, est-ce que chez Bouygues Télécom, comment vous accompagnez vos collaborateurs à toute cette transformation, ces innovations? Est-ce que vous les faites monter en compétences? Est-ce que vous prévoyez une sorte de plan de carrière pour eux? Oui, alors moi, je ne suis pas RH, mais de ce que j'en vois, en tous les cas, depuis 2 ans et demi, en fait, il faut savoir que chez Bouygues Télécom, les collaborateurs sont extrêmement engagés autour de cette entreprise. Donc, il y a un énorme taux d'engagement des collaborateurs et un très faible turnover. Donc, alors, ça s'explique pour différentes raisons, la culture d'entreprise, la famille Bouygues, ses valeurs. Mais ça s'explique également par le plan de carrière qui peut être proposé à chaque collaborateur qui peut avoir la chance s'il le souhaite, de changer de poste, alors éventuellement même de métier, tous les 3-4 ans. Et dans le cadre de ce changement, il y a un accompagnement très fort des ressources humaines pour justement opérer ce changement des collaborateurs et l'accompagner dans une nouvelle fonction. Donc, nous sommes un groupe, au-delà de Bouygues Télécom, le groupe Bouygues intègre des métiers complètement différents parce qu'il y a les médias, TF1, il y a la construction, la promotion immobilière et Colas, la route. Et donc, il y a également une forte volonté de la direction générale de accroître ces mobilités intergroupes. Et là, vous changez carrément de métier. Vous passez de la techno aux médias. Et encore, ce sont des métiers assez avec quelques points communs, mais vous pouvez complètement passer à la route chez Colas. Donc, le groupe accompagne véritablement ses collaborateurs et une nouvelle fois, pour en avoir discuté même avec Édouard Bouygues, l'humain est au cœur de cette entreprise. Alors, moi, je l'avais lu avant d'arriver pour voir un peu où je mettais les pieds, mais j'avoue, et sans faire de publicité pour cette entreprise, mais c'est une réalité. Bien sûr, il y a des choses qui vont moins bien, mais globalement, l'humain, et on le ressent en tant que collaborateur, l'humain est au cœur de l'entreprise. Parfait. Est-ce que, à vous tous, en fait, est-ce que aujourd'hui, par rapport au contexte actuel, à la crise, est-ce que tout cela est venu bousculer vos habitudes de travail? Est-ce que voilà, le télétravail était déjà actif et ça n'a été qu'un petit changement, ou bien est-ce que vous avez vraiment complètement modifié vos habitudes, Jacques-Olivier? Alors globalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le télétravail était déjà très ancré dans le fonctionnement. Alors bien évidemment pas du tout dans ces mêmes proportions, mais effectivement on pouvait déjà plusieurs jours par semaine être en télétravail. Là le confinement a bien évidemment validé complètement ce modèle-là de full digital, d'avoir la capacité à faire ça à distance. Aujourd'hui, ce qui est important aussi dans le mode de fonctionnement de Wacam, c'est cette capacité à faire en sorte que le collaborateur soit au centre de beaucoup de choses. Notamment, on a toutes les semaines
semaines un vote de l'ensemble de l'entreprise sur les différentes opportunités business qui peuvent nous arriver avec nos partenaires. On fait des sondages également régulièrement. On fait partager les collaborateurs sur travailler sur le plan stratégique. C'est un plan qu'on a construit en interne, tous ensemble, toute l'équipe. Alors, c'est plus facile quand on est 150 que quand on est beaucoup plus nombreux. Mais chacun va pouvoir amener sa pierre à l'édifice et un peu comme plus simple, on a aussi une organisation qui est assez écrasée en termes managériels. Encore une fois, le nombre aide aussi, mais de faire en sorte que parce que on va empowerer, comme on dit en bon français, les collaborateurs et leur donner la capacité d'être des mini chefs d'entreprise, chacun sur leur périmètre, ça va avoir une capacité très très forte dans la possibilité de prendre des décisions et cette capacité de prise de décision va aussi en période de confinement comme aujourd'hui faciliter énormément les choses puisque chacun à son niveau va pouvoir prendre ses décisions. Eric, toi de ton côté aussi, le télétravail toujours Ouais, alors le télétravail d'un point de vue outils, organisation, etc. Donc là, il est structurel chez Plus Simple, donc c'était pas vraiment un sujet. Mais on se rend compte que c'est la dimension humaine, sociale, contact, c'est un truc qui nous manque, qui pèse sur le moral, parce que finalement, on a du plaisir à travailler avec les autres. Et donc ça a un impact de manière assez curieuse. Un des sujets en fait, qui nous a le plus surpris, c'est que les informaticiens, les développeurs, sont ceux qui ont le plus fortement exprimé cette frustration à ne pas se retrouver en fait. On pensait que c'est eux qui finalement seraient les moins soumis au stress de se travailler à distance et c'est ceux qui réclament le plus de pouvoir se retrouver en fait en groupe et de travailler en groupe. Donc ça a été une des surprises en fait de se travailler à distance. L'autre sujet, c'est que la quantité de travail qu'on a augmenté de manière un peu exponentielle parce que pour nous, la situation a été un accélérateur de business, de projet. Et donc, ça, c'est le côté positif de la chose. Et enfin, le dernier aspect, et je profite que Wacom soit là, on a cherché à trouver des solutions pour les clients qui étaient certains dans des situations catastrophiques. Et un exemple, c'est les chauffeurs de taxi et VTC qu'on assure et qui nous appelaient en disant le budget assurance, c'est 20% de mes revenus mensuels. Je roule pas, je gagne pas d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi en fait? Et on a appelé Wacom et on a dit ce qui serait pas mal, c'est de leur permettre en fait en un clic d'actionner une option en disant mon véhicule est confiné où je suis confiné, j'enlève la RC transport et je divise par 3 en fait la prime mensuelle. Et donc c'est un truc qu'on a mis en place en 48 heures parce que effectivement on pouvait faire ça avec Wacom. Et là le soulagement de nos clients quand on a pu donner une solution aussi rapidement, ça a été un truc très très fort pour toute l'équipe. Voilà, donc quelques témoignages de l'impact du confinement chez nous. Ok, merci. On a justement une question, enfin une remarque en tout cas sur le fait de se mettre à la place du client, qui est en effet un des éléments essentiels de la transformation du monde de l'assurance. Et donc la question est comment traitez-vous les remontées de ces clients? Ouais, là, nous, on a vraiment un avis très très fort sur le sujet. Donc, on a créé en fait une équipe. Donc, sans rentrer dans tous les détails, mais en fait, l'organisation le plus simple, c'est une marguerite. Et dans la marguerite, il y a différents pétales. Et donc, une des fonctions, un des pétales de plus simple, c'est la connaissance client.
Et donc, c'est une équipe qui passe du temps en fait avec les clients finaux pour comprendre qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, et de pouvoir retranscrire ça dans des offres qui sont compréhensibles pour les clients. Donc, c'est une combinaison en fait de méthodes de design thinking, de marketing quantitatif, de focus group, etc. pour au final déterminer en fait ce que sont les différents profils de clients auxquels on va s'intéresser. Et donc, c'est pas exactement les remontées clients, mais c'est une écoute très structurée en fait des clients. Et de là, on ressort ce qu'on appelle les personas. Et donc, pour un métier donné, des garagistes, des taxis, etc., on va identifier 3, 4, 5 profils différents entre Geneviève, qui est une entrepreneuse de la coiffure et qui a 5 salons, et Marie, qui est coiffeuse à domicile. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes, le vocabulaire n'est pas le même, les attentes ne sont pas les mêmes. Et donc, être capable de pouvoir en fait parler le bon langage avec chacun des profils en face desquels qu'on va intégrer dans l'entreprise. Ok, merci Eric. Jacques-Olivier, est-ce que tu souhaites réagir aussi sur cette question? J'étais en train de lire justement les différentes questions là sur la suite du confinement et est-ce qu'on va maintenir le télétravail, etc. Et effectivement, je pense que les choses ont vraiment beaucoup évolué avec tout ça, avec ce changement qui a été très fort et qui a amené de nouvelles habitudes qui étaient pas du tout là avant. C'est typiquement quand on fait des réunions, on s'assure d'avoir systématiquement un système de visioconférence pour pouvoir intégrer complètement les gens qui sont à distance, parce qu'aujourd'hui, on va arriver dans quelque chose de très mix en termes d'activité. Et effectivement, cette activité très, très mixée va devoir continuer et va être continuée. Donc oui, on va continuer le télétravail. On va arriver dans une activité qui ne sera plus la même qu'avant le Covid. Ça, c'est une certitude. C'est des fonctionnements qui ont complètement changé. De toute façon, les attentes de l'ensemble des équipes sont aussi maintenant de pouvoir être beaucoup plus mixées qu'on a pu l'être avant. Et notre point de vue, c'est effectivement qu'il y a eu un vrai changement par rapport à tout ça. Et également sur la question par rapport à l'augmentation de l'activité dont parlait aussi Eric tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça a été quelque chose de très fort. Bah, c'est justement la capacité de recruter et d'intégrer des nouveaux talents, y compris en mode complètement digital, qui fait qu'aujourd'hui on peut justement voir venir cette capacité d'être scalable aussi des entreprises comme Plus Simple ou comme Wacom qui se sont structurées pour justement pouvoir grandir, pouvoir répondre aux différentes attentes de leurs partenaires d'un côté ou de leurs clients de l'autre. Ça, c'est essentiel dans cette construction-là et pour pouvoir ensuite derrière justement répondre à ces attentes. Ok, merci Jacques-Olivier. Marie-Cécile, je ne sais pas si tu as eu les mêmes problématiques d'augmentation de business pendant le contexte actuel, mais est-ce que vous aussi, vous êtes… Oui, nous étions déjà en télétravail, alors pas dans les mêmes proportions, bien entendu. Donc, nous allons continuer, en fait, après ce confinement, le télétravail. Ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que le full télétravail ne convenait pas à tout le monde, loin de là, en fait, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer. Et en fait, il y a une volonté quand même d'une grande majorité de collaborateurs pour revenir sur le site assez rapidement et recréer en fait tous ces échanges un peu informels autour d'un café le matin qui nous paraissaient complètement anodins avant Covid, mais qui finalement font partie de notre équilibre psychologique. Donc, en fait, le discours de la direction générale est de dire laissons le choix aux collaborateurs, y compris pendant cette période de confinement, de revenir parfois sur site s'ils en ressentent le besoin. Donc, ça a changé, oui. Mais… Juste sur l'augmentation d'activité, Sarah, si tu me permets. Oui, bien sûr. En fait, la manière dont on cherche à réfléchir chez Plus Simple, là encore, je ne dis pas qu'on y arrive à tous les coups, mais chaque fois qu'on se pose la question d'un recrutement, on se pose avant la question, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à embaucher un ingénieur de plus
pour automatiser tout ce qui peut être automatisable. Et donc, c'est une discipline à laquelle on cherche à s'astreindre, qui consiste à dire, en fait, il n'y a rien de plus terrible, et on parle d'humain, et mon discours peut sembler antinomique avec l'attention portée à des métiers, aux métiers les plus difficiles en fait, de l'assurance, qui sont ceux qui consiste à bouger des papiers toute la journée. Et je le dis sans manquer de respect à ces gens-là, c'est que je trouve terrible qu'on cantonne, et en tant que dirigeant, et je l'ai été, et j'ai fait faire ces tâches sans aucune valeur ajoutée à des humains. C'est terrible de cantonner en fait des gens à faire des métiers qui sont condamnés à disparaître, et qui peuvent être remplacés par la technologie. Donc, plutôt que de faire des choses à des gens qui peuvent être pris en charge par les machines, on préfère se poser la question d'embaucher les ingénieurs, avoir plus de machines, et vraiment laisser aux humains faire ce qu'il y a d'humain, c'est-à-dire l'empathie, la relation, la réflexion, l'interaction. Euh, et ça change pas mal le profil qu'on a au niveau de l'équipe, et l'état d'esprit aussi dans l'entreprise, en fait. Je pense qu'Eric, c'est quand même une tendance de fond, hein, que l'on remarque chez l'ensemble des acteurs, enfin, j'espère, c'est-à-dire de déléguer des tâches sans aucune valeur ajoutée à la techno. Et on le voit également chez des alors je vais défendre un peu les assureurs plus traditionnels, mais ils essayent quand même d'enclencher ce mouvement de fond, alors avec toute la lourdeur, parce que ce sont souvent de gros paquebots, mais généralement, je croise les doigts pour que cette tendance se maintienne et poursuive, et qu'effectivement l'humain conserve une valeur ajoutée et puisse développer d'autres choses. Donc voilà, c'est avantage humain, technologie, et on ne fera rien sans l'humain et on ne fera plus rien sans la techno. Donc c'est quand même assez positif. Alors, on a une question aussi très intéressante de Gwenaëlle Hervé. Certains collaborateurs souhaitent aujourd'hui travailler à 100% au bureau, ce qui va donc changer les paradigmes quant au recrutement. Est-ce qu'on a des nouvelles méthodes de recrutement? Est-ce que cette dimension qui était jusqu'alors exclue des process de recrutement entre désormais dans les process? Est-ce que vous avez adapté de nouvelles choses dans vos nouveaux recrutements? Jacques-Olivier, est-ce que… Là, nous, on est en train de construire le monde de demain. C'est une grande question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce que… alors, il y a des gens 100% au bureau, mais je pense qu'à l'inverse, il y a des gens dont la volonté, ça va être aussi d'être à 100% pas au bureau, voire venir juste de temps en temps au bureau. Et il est très probable qu'effectivement, dans le monde d'après-Covid, on doive s'adapter à ce mix. Donc là, la réflexion n'est pas complètement aboutie. Ce dont on est sûr, c'est que ceux qui veulent venir 100% au bureau, il y aura jamais trop de soucis a priori. Encore que certaines entreprises ont plutôt tendance à privilégier le flex office pour des raisons de prix du mètre carré, mais ça, c'est encore un autre souci. Et d'avoir la capacité aujourd'hui d'intégrer des gens qui potentiellement ne travailleront plus en France, qui potentiellement travailleront avec nous depuis l'autre bout du monde, hein, si on est en train de se parler de ce mode de fonctionnement. Et c'est une réflexion en cours. C'est cette capacité-là, de toute façon, à se dire, demain, il faudra avoir du mix entre le bureau et pas le bureau. La question de où est-ce qu'on tire la ligne, est-ce qu'il faudra quand même, pour avoir cet esprit un peu machine à café dont parlait Marie-Cécile tout à l'heure, de pouvoir se dire, il faut garder du lien quand même si c'est vrai que les Zooms permettent aussi de conserver ce lien, mais c'est d'arriver à trouver le bon niveau et de faire peut-être des expérimentations, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de regarder, de se dire, est-ce que quelqu'un qui serait 100% remote, on va tester pendant quelques mois, puisqu'il y a quelques collaborateurs qui nous le demandent, de se dire, est-ce que ça pourrait être un test qu'on pourrait faire et voir comment ça marche. Est-ce que les gens vont se retrouver finalement trop loin et trop isolés et pas forcément dans le bon mode de fonctionnement? C'est encore des questions auxquelles on n'a pas répondu.
Eric, est-ce que vous Ouais, en fait, nous, la chance qu'on a eue, c'est que comme on était sur plusieurs sites depuis le début, en fait, il a fallu apprendre à travailler à distance. Et on avait toutes les équipes IT qui sont basées à Nancy, toutes les équipes métiers qui sont basées à Marseille. Et puis, moi, je suis à Paris avec quelqu'un qui s'occupe de l'international avec moi. Et maintenant, on a intégré aussi les équipes à Strasbourg. Et donc ça nous a forcé dès le départ à travailler sur deux choses, l'organisation et les process, et formaliser finalement qu'est-ce qui se passe quand on travaille à distance, qu'est-ce que ça veut dire dans la manière de travailler, les outils qu'on va utiliser pour la communication. Et donc, par exemple, c'est un détail, mais un détail qui a une importance. On a un Slack. Et tous les matins, tout le monde se dit bonjour sur Slack en arrivant. Et donc, ça crée un espèce d'espace de travail virtuel où il y a un lien qui se crée entre tout le monde. Et donc, je pense que ça ne s'improvise pas effectivement le télétravail. Et pour que les uns et les autres trouvent leur place dans des modes qui peuvent être totalement télétravail comme on a aujourd'hui, ou mix télétravail bureau ou totalement bureau, il faut que derrière il y ait une organisation et des processus qui permettent de traiter en fait l'ensemble de ces situations. Si tu calques du télétravail sur un mode de management et d'organisation traditionnel, ça marche pas. Donc il y a un gros travail de leadership à faire pour organiser le cadre qui permette en fait de faire tout ça de manière efficace. Merci Eric. On a aussi une question qui peut vous intéresser tous, qui peut vous concerner tous. Est-ce que le parallélisme peut-il être fait avec l'UX client? Est-ce que le client ne souhaite peut-être pas un 50-50 entre le digital et le physique, et ne craint-on pas donc de lui imposer une expérience au lieu d'y répondre, d'où la place du digital? Ouais, alors ça aussi, pardon d'intervenir, parce que c'est une de mes marottes. Et ce qui est marrant, c'est que, et c'était le cas chez Boursorama, au tout début de Boursorama, les gens critiquaient le modèle en disant ah, de toute façon, non mais le digital et la banque digitale, ça ne marchera jamais en France. Les gens ne sont pas prêts au tout digital. Et on me disait la même chose au début, plus simple. Et en fait, je ne comprenais pas le sujet, parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas le tout digital. C'est simplement, en fait, on réorganise, c'est ce qu'on appelle le digital first. C'est-à-dire qu'on conçoit un canal digital comme étant la porte d'entrée principale qui permet à des néophytes d'interagir avec nous de manière efficace. Ce qui pousse en fait à travailler sur l'expérience client de manière très forte pour que le self-care soit possible par le client. Et on donne la possibilité au client de faire ça. Mais si le client veut nous parler, il nous parle. Et si le client veut nous rencontrer, on a mis en place en fait des partenariats et on travaille avec les courtiers de proximité et on peut avoir une rencontre physique avec plus simple. Seulement, tout le monde va utiliser le même outil qui est en fait cette plateforme digitale qui a été conçue pour le client final. Donc, ça rend les interactions beaucoup plus simples, y compris pour les gens et les humains qui vont interagir avec le client, laissant à l'humain la possibilité finalement de faire le boulot qui consiste à faire tout le travail d'émotion et pas de l'administratif quand il est en face à remplir des questionnaires, quand il est en face de son client. Et donc opposer le digital et l'humain, ça me paraît ne pas correspondre à la réalité et surtout ne pas comprendre en fait la réalité. En revanche, nier le fait que les gens attendent qu'on soit capable de leur donner un canal digital en self-care, s'ils ont envie aussi de pouvoir interagir en self-care, c'est aussi ne pas comprendre les attentes du client final. Voilà, donc je pense que Digital First, c'est la bonne manière de comprendre ce qu'on est en train de faire. Ouais, je vais peut-être juste rajouter d'ailleurs là-dessus et aller dans le sens d'Eric. Moi, je vais vous reparler de mon expérience précédente avant Wacom qui était Nickel. Nickel, c'était des cartes qu'on pouvait ouvrir chez des comptes courants et avec une carte Mastercard qu'on pouvait ouvrir chez un buraliste. Au départ, justement, tout le monde se disait bah ouais, mais d'avoir un réseau physique, ça sert pas à grand-chose. Les gens vont pas envie d'aller chez le buraliste, ils veulent du full digital. Et effectivement, tout comme Eric, on
s'est très vite rendu compte que certaines personnes ne maîtrisent pas encore complètement le digital. Il y a beaucoup de monde qui veut pouvoir voir quelqu'un, il y a beaucoup de monde qui veut avoir quelqu'un au téléphone. Il y en a qui préfèrent effectivement être dans complètement digital, et je dirais le juste milieu qui est de se dire il faut avoir les deux, il faut que chacun puisse choisir dans sa meilleure expérience, parce que j'ai pas de smartphone, parce que je préfère aller voir mon buraliste qui est la personne que je connais qui est en bas de la rue. C'est ça la bonne expérience client, c'est de se dire chaque client a envie de quelque chose de différent, il faut qu'on puisse être adapté systématiquement à chacun. Je pense que la bonne réponse est autour de ça. Merci Jacques-Olivier. Marie-Cécile, est-ce que tu veux rebondir également? Oui, je rejoins Eric et Jacques-Olivier. L'idée, c'est de laisser le choix aux clients, je pense. Il y a des clients beaucoup plus appétents à la techno, mais tout le monde n'est pas un jeune geek digital native. Moi, pour mon expérience personnelle, j'ai aidé une petite mamie de 85 ans et qui était complètement perdue avec le portail de la GMF parce qu'elle voulait parler à quelqu'un et qu'elle n'y arrivait pas. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et le juste milieu, c'est de laisser le choix au client de son canal d'entrée, en fait, que ce soit sur le web ou le réseau physique. Nous, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de fréquentation dans nos boutiques, donc il y a une demande de la part de nos clients pour venir échanger avec un être humain sans ces problématiques. D'accord, donc on n'en est pas encore à la disparition des boutiques et effectivement, et heureusement de l'échange client. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On n'a pas eu de nouvelles. On va peut-être conclure si ce n'est pas le cas. En tout cas, merci beaucoup déjà pour la qualité de vos échanges. C'était très, très inspirant. Ce que je retiens en tout cas, c'est deux choses. La première, c'est que même si on est dans une nouvelle ère aujourd'hui, que la révolution est en marche, comme t'aimes à le dire, Eric, et que demain se construira autour de nouvelles technologies, de nouvelles disruptions, il y a quand même quelque chose qui sera de toute façon essentiel, c'est l'humain, et qu'il restera sur… c'est là-dessus que tout reposera sur l'humain, quoi qu'il en soit. Et autre chose également, c'est que justement sur… ce paradigme-là, on aura toujours besoin de compétences élargies les uns avec les autres, de travailler collectivement. Et c'est ça qui fera toute la richesse du secteur et de tous les autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce que je retiens de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Merci infiniment. Patrick, est-ce que vous souhaitez conclure également? Juste dire un mot parce que je crois que c'était particulièrement intéressant et c'est vrai que c'est même passionnant. Moi, il y a quelque chose que je trouve assez étonnant et qui a changé, je pense, c'est que dans les trois prises de parole des intervenants, il y a cette notion d'adaptabilité, il y a cette notion d'ouverture d'esprit, quel que soit l'âge, quel que soit le profil, etc., plus que de compétences elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit bien quelqu'un qui serait hyper compétent, mais qui serait, entre guillemets, qui aurait un profil d'autiste, ça ne matche pas. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être un salarié, un collaborateur, mais un client, comprendre ses attentes, être dans l'adaptation, être dans la force de proposition. Alors, tous ces mots-là, on les a déjà entendus 1000 fois. C'est-à-dire que ça rentrait dans des standards RH. On disait la personne doit être dans le collaboratif, elle doit être dans l'empathie. Mais là, la réalité, c'est que avec les expériences qui ont été décrites, c'est que derrière tout ça, on voit bien que ça match. On voit bien que c'est vraiment c'est le ciment de tout ça. Et l'humain, au sein de la fédération, c'est aussi un point important, c'est que l'humain, il faut aussi l'intégrer dans une autre dimension, c'est dans le projet. C'est-à-dire qu'il faut se dire demain, on a besoin effectivement peut-être de plus de proximité, on a besoin d'amener les gens, jeunes ou moins jeunes, à avoir un plan de carrière, peut-être pas forcément que dans la société. C'est-à-dire que ça peut être un passage. Il faut l'accompagner peut-être vers autre chose. Peut-être l'accompagner demain vers un profil qui serait… tu as travaillé avec nous, tu nous as accompagnés. Maintenant, on va t'aider peut-être à avoir une autre vie, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que tu vas peut-être monter ta boîte, tu vas peut-être être dans la proximité. Tout à l'heure, je parlais de proximité dans le cadre de la réparation, dans le cadre de l'assistance, etc. Moi, je crois beaucoup à ça, notamment dans le cadre de l'économie circulaire, où il y a des choses qu'on doit créer. C'est-à-dire que la durabilité des produits, il faudra certainement l'envisager autrement. Et je pense que l'humain, dans le cadre de ces grands projets-là, peut permettre
de faire converger tous ces éléments-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on va accompagner, on va former, on va amener une personne peut-être à avoir de la technicité, et cette personne demain peut-être nous accompagnera différemment. En tout cas, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'on voit que les atouts, les qualités des individus ne sont pas celles qu'on aurait pu imaginer ou qu'on envisageait il y a encore une dizaine d'années. Donc c'est hyper intéressant et merci à ces 3 intervenants. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci Avec beaucoup, plaisir. oui. On en refera d'autres. Avec plaisir. Très bonne journée à tous. Merci, Bonne journée à au tous. revoir. Merci, très bonne journée, au revoir.